Alors, tout ce néo-féminisme qui est très varié, très efficace, quel impact il a finalement? Est-ce que l'impact se réduit simplement à la toile ou alors ça va plus loin? Alors pour moi, l'impact de tout ce foisonnement, il est énorme. Parce que, on a parlé des formats. Et justement, cette prise en compte de formats autrefois jugés très mineurs, en fait, et voire méprisés par les médias traditionnels, ça crée en fait un écosystème de contenu complet. C'est-à-dire que là, on n'est plus seulement dans l'article universitaire, on n'est plus seulement dans de l'écrit qui demande quand même une distance, une appropriation rationnelle, on est dans du sensoriel, on est dans de l'intuitif, dans l'immédiateté, ce qui en fait rapproche tout simplement l'auditeur de l'émetteur et ce qui permet une moindre mise à distance. Quand on entend un podcast avec... Je pense à un podcast que j'avais écouté, Mamie dans les orties. C'est des témoignages de femmes âgées. Alors quand on choisit, par exemple, il y en avait une qui était superbe, c'était une rescapée du franquisme, etc. Donc qui expliquait que sa famille avait été persécutée, massacrée. Évidemment, quand on entend ça, elle est bien sympathique, cette bonne dame. Donc on a envie d'être de son côté. On a envie d'adhérer à chacune de ses opinions parce qu'en fait, on s'en est fait une amie. Et comme il n'y a pas de témoignage qui vient montrer voilà, le témoignage d'une femme de l'autre camp qui va raconter ses propres misères, les guerres, il y a toujours des dégâts collatéraux. Dans les deux camps. Dans les deux camps. Du coup, ça pousse à prendre parti. Voilà, quand on entre dans la confidence de quelqu'un, et de même pour tous ces formats extrêmement visuels, l'image reste en tête, elle se diffuse, ça a un impact énorme. Et cette diversité aussi donc, forme une sorte d'écosystème, c'est-à-dire que sur les forums des webzines, des sites un peu plus institutionnels, les femmes discutent entre elles. Il y a des sujets qui émergent, il y a des plateformes de témoignages qui se créent sur tel ou tel sujet. Et ensuite, à toute cette masse de données, des militantes peuvent donner des analyses avec des réponses clés en main. Voilà. Voilà, toutes les blogueuses, les youtubeuses, les illustratrices qui arrivent avec leurs explications sur ce ressenti des femmes qu'elles se sont finalement appropriées, qu'elles gardent pour elles. Et derrière, il y a un travail de lobbying énorme qui est possible. Donc il y a, je pense, un impact politique réel. On assiste à la Marlène Schiappatisation des mœurs dans la rue. On a les relous, évidemment, pour ne nommer personne. Effectivement, en fait, ça porte jusqu'au politique. Et vous le dites très bien, c'est-à-dire que ça porte jusqu'au politique, dans la mesure où quand on arrive avec une plateforme avec 10 000 témoignages, on a un poids dans l'écriture d'un texte de loi qu'on n'a pas quand on dit voilà, nous on est 4, on réfléchit, on a des super conclusions. Non, ça n'a pas du tout le même poids. Et par ailleurs, ça a aussi un impact énorme parce que c'est une culture qui se développe. En fait, avec ses codes, avec ses dates repères, avec ses slogans, toute son imagerie, notamment via les BD, via Instagram, etc. Et du coup, ça flatte un petit peu tous les penchants naturels qu'on a tous, l'envie d'appartenance, l'envie de se reconnaître dans une communauté, etc. Communauté que, par ailleurs, les femmes n'ont plus dans la vraie vie. Puisque l'éloignement géographique, le délitement de toutes les structures d'entraide traditionnelles font que les femmes se retrouvent très isolées, en fait, les femmes et les hommes. Mais du coup, on recrée en fait ces communautés, cette appartenance sur Internet, au-delà de cette question du féminisme. C'est intéressant cette question de code que vous soulevez parce que finalement, on se rend compte que sur toutes ces plateformes, on est vraiment dans OK, j'ai des poils, OK, j'ai de la cellulite, je vous raconte mon avortement, c'était au top. C'est presque en fait une nouvelle dictature de l'injonction normative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Alors, très clairement, il faut coller à ça. Très clairement, il y a une injonction du soi toi-même, etc. Là, je sors un tout petit peu de cette enquête pour enfiler ma casquette de présidente d'Antigone. Et c'est vrai qu'on a... Il y a un phénomène naturel. L'homme est un animal social. Sauf que la société crée des normes. C'est bien normal. L'homme a besoin de repères. Et tout simplement, quand on est dans la destruction de ces normes,
on va forcément les remplacer par d'autres normes, sauf que ce qui me semble beaucoup plus délétère dans cette recréation de nouvelles normes, c'est qu'en fait, elle n'est pas assumée comme telle. Donc en fait, ce sont des sortes de normes non écrites. Et ça, on le retrouve dans des témoignages de militantes qui ont quitté la sphère féministe pour dire, en fait, tant qu'on est dans les mêmes opinions, dans la même façon d'être, dans les mêmes codes, tout va bien. Dès qu'on en sort, en fait, rien ne va plus. Et ça me semble être beaucoup plus délétère que des codes sociaux qui sont assumés comme tels et comme étant de l'ordre de la survie de la société. Il y a une forme de... Vous iriez jusqu'à utiliser le terme sectarisme, du coup, dans le féminisme? À mon sens, oui, dans la mesure où il y a quand même des clés d'entrée qui sont de l'ordre de l'initiation. C'est-à-dire que si je vous... explique que je suis très contente que ce soit une femme qui m'interviewe pour éviter le mansplaining, parce que vous allez me comprendre. C'est pareil. Mansplaining, pour expliquer aux la m'explication aussi. C'est la m'explication. Je n'avais jamais entendu le terme. C'est considérer en fait que l'homme prend la place de la femme, en notamment lui coupant la parole et en disant les choses à sa place. Donc c'est quelque chose de terrible. C'est par rapport au manspreading. Et là, ce sont les hommes qui s'assoient comme ça avec les jambes écartées, très à l'aise, pour prendre toute la place dans le bus à côté des femmes. J'en croise pas beaucoup, voire même parfois je croise des femmes qui produisent le même comportement. Donc c'est assez intéressant. Après, il y a tout un univers mental, il y a tout un vocabulaire. L'écriture inclusive est assez exemplaire à ce titre-là, dans la mesure où cette multiplication de points, etc., cette reformatation des règles de grammaire qui n'est absolument pas naturelle, qui est imposée. La langue, elle change, elle évolue, elle vit avec les usages. Mais là, on arrive avec le paquet en main, on dit « Ah bon, maintenant, vous appliquez ça. Voilà, sinon vous êtes méchant. » Bon. En fait, il faut vraiment une initiation pour rentrer dans ces milieux-là, ce qui me semble être effectivement des caractéristiques d'un milieu sectaire, et que par ailleurs, il y a assez peu de dialogue. C'est-à-dire qu'il y a des podcasts qui sont absolument géniaux à écouter, parce qu'il y a 5 minutes de précaution oratoire pour savoir quelle communauté on va vexer ou pas. Voilà, moi ça c'est mon point de vue, mais je sais que je ne suis qu'une personne à vulve. Donc faut entrer dedans, quoi. Alors on va finir cet entretien sur une note en demi-teinte, si vous pouvez, parce que le temps tourne. Est-ce que vous pouvez évoquer avec nous les alternatives qui existent? Alors bien sûr, vous êtes la présidente du mouvement Antigone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se fait pour contrebalancer tout ça? Parce que ça a une force quand même assez importante. Malheureusement, il y a assez peu d'alternatives en réalité. Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'alternatives qui sont pas réellement des alternatives parce que ce sont des critiques du féminisme. Je vais penser à des gens comme Elisabeth Lévy ou Peggy Sastre, mais qui se disent elles-mêmes féministes et qui, tout en critiquant la mouvance principale, vont prendre des idées qui, moi, me conviennent pas du tout, comme par exemple Elisabeth Lévy, qui est pour une certaine libération sexuelle héritée de 68, ou Peggy Sastre, qui pense que l'utérus artificiel, c'est génial. Voilà. Il y a aussi il y a un certain nombre de pamphlets critiques qui sont très bons sur la forme, qui sont très agréables à lire, comme celui de Gabriel Cluzel ou celui de Jeanne Bassier, mais qui sont seulement dans la réaction. Il n'y a pas de proposition de fond derrière. On n'est pas en train de proposer une réponse aux problématiques que soulèvent les féministes. C'est pas le but, c'est pas un problème intrinsèque. Et par ailleurs, ces formats-là restent du livresque. Peut-être de laisser un peu grand public, mais ça reste un public très limité, quoi. On n'est pas sur la petite nana qui surfe sur Instagram le soir, quoi. Et par ailleurs, il y a quelques initiatives isolées, mais qui restent avec parfois des formats assez viraux, des youtubeuses, des formats, je pensais aussi aux superbes galeries d'images de filles d'Europe, qui s'est terminé sur Facebook, c'était très beau. Et ça, c'était justement beaucoup plus visuel, par exemple, c'était assez chouette. Mais c'est sur des problématiques de niche, la plupart du temps, et des publics de niche. Je pense au site Femme à part, qui a des très bons contenus en termes de format, mais qui est centré sur la thématique de la pudeur, avec un positionnement qui s'adresse essentiellement aux femmes catholiques. Donc ça limite énormément quand même la diffusion possible. Donc voilà, et un dernier problème
à part le fait que ces contenus soient très ciblés, c'est qu'ils restent très amateurs. Et là, je fais mon autocritique. Voilà, nous, on n'a jamais eu chez Antigone de subvention publique, on n'a jamais professionnalisé ça, on n'avait pas ni les moyens ni la possibilité. Et du coup, effectivement, c'est plus compliqué pour nous d'enregistrer une émission, de la diffuser. On n'a jamais trouvé le moyen technique de mettre un lecteur sur notre site internet. Voilà, on n'a pas une équipe technique derrière. Écoutez, merci beaucoup Anne Troubi pour tout cet entretien. On était ravis de parler avec vous de tout ça sur TV Liberté. On rappelle le nom de votre ouvrage qu'on peut retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est sur notre site internet tvliberté.com. Le néo-féminisme à l'assaut d'Internet, une enquête signée donc Anne Troubi, collection des intox de la Nouvelle Librairie en partenariat avec l'Observatoire du journalisme. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube pour ne rien louper de nos contenus. Et on se dit à très vite sur TV Liberté.